Depuis qu'on est toute petite, on nous borde d'histoires telles que Cendrillon, qui se fait sauver par un prince, La Belle au bois dormant, qui se fait libérer d'un profond coma par le doux baiser d'un prince. Et puis, bien sûr, Blanche-Neige, qui, elle, se fait sauver par un gang, 7 hommes, pour finalement se faire offrir une vie de rêve par un beau prince charmant également. Nous sommes donc conditionnés depuis que nous sommes toutes petites à attendre qu'un beau prince charmant vienne nous délivrer de notre vie merdique et nous amène sur son beau cheval blanc. Dans les faits, dans la réalité actuelle, les seuls qui manient ces discours de prince avec brio sont en fait des crapauds, exploiteurs d'enfants et de jeunes filles. La principale technique de recrutement est la vente d'une vie de rêve. Bien sûr, vous pouvez me dire que ces contes sont anciens, désuets et que ce n'est plus ce qu'on enseigne à notre nouvelle génération. Mais détrompez-vous, des films comme Twilight valorisent la culture des gangs. En tant que femme, j'ai adoré cette série de films. En tant qu'intervenante, je les ai trouvés complètement pathétiques. On assiste à une guerre entre deux gangs, les Bloods, qui sont les vampires d'un côté, et les Crips, qui sont les loups-garous de l'autre. Au centre se trouve une belle jeune femme intelligente du nom de Bella. Dans chacun de ces films, on porte atteinte à sa sécurité et à sa vie, et elle reste là. Tout comme une jeune fille ou une jeune femme qui fréquenterait les gangs de rue. À la fin, elle abandonne sa vie et perd son identité en acceptant de se faire mordre par son copain pour adhérer aux gangs de vampires. Combien de jeunes filles intelligentes vont également s'abandonner aux gangs par amour pour leur chum? Tout comme Bella, elles seront déshumanisées et réduites au simple statut d'un objet. Tout comme Bella, elles seront victimes de manipulations psychologiques, de la violence physique et aucun retour en arrière ne sera possible. Nous pouvons donc dire que par ces beaux contes de fées, nous contribuons à cette société patriarcale et par le fait même au phénomène d'envergure qu'est la traite des êtres humains. Je vous regarde là, puis vous pensez que j'exagère, hein? Vous savez, j'ai été témoin en première ligne de la violence, de la souffrance, du désespoir causé par la traite des êtres humains ici, au Québec. J'ai fondé la Maison de Mélanie, qui est un organisme pour venir en aide aux victimes de la traite humaine à des fins d'exploitation sexuelle et à leurs parents, qui sont des victimes secondaires, trop souvent laissées pour compte. Par faute d'information ou par refus d'y croire tout simplement. On continue de croire que la traite des êtres humains est un problème de pays pauvres et sous-développés. Pourtant, ce marché est en pleine croissance ici, au Québec et dans le Canada tout entier. La traite des êtres humains, c'est l'exploitation des victimes et non le transport. Ça veut dire que ça ne signifie pas qu'on a besoin de passer outre frontières pour y assister. Ça se passe ici, dans vos villes, à côté de chez vous. Des immeubles et des maisons ne servent qu'à ça. Ça se passe ici, sous vos yeux, puis vous ne le savez même pas. Le silence sur cette problématique ou le refus d'y croire fait de nous tous des complices de ce marché clandestin, qui est la plus grande atteinte aux droits fondamentaux d'un individu par la réduction de celui-ci à l'état d'esclave. Vous savez, avec le nombre de victimes qu'on a au Canada chaque année, on pourrait remplir le Centre Bell. On estime à plus de 16 000 personnes qui sont victimes de la traite au Canada chaque année. 2 200 sont transportés vers les États-Unis à des fins d'exploitation. Mais dû à la clandestinité du marché, il est impossible d'en établir le nombre exact.
Vous avez tous des jeunes dans votre famille, dans votre entourage de 13-14 ans. Savez-vous qu'ils sont tous à risque d'être victimes de la traite? La traite des êtres humains, elle touche à toutes les classes sociales, les positions sociales, les ethnies confondues. Ça pourrait être votre voisin, votre voisine, votre cousin, votre cousine, votre frère ou votre sœur, peut-être même votre enfant. Votre petite fille à qui vous avez tout donné, qui est première de classe, super fonctionnelle, tout va super bien, puis un jour, elle rencontre un gars, puis sa vie est transformée à jamais. Ça peut arriver à tout le monde. Reconnu à peine depuis 2003 par le Code criminel canadien. Depuis lors, plusieurs projets de loi ont été mis en place pour mettre un frein à ce marché clandestin. Depuis décembre 2014, l'achat de services sexuels est désormais considéré comme étant illégal au Canada. Ce qui veut dire qu'un individu qui paye pour avoir des services sexuels, peu importe ce qu'ils sont, est considéré comme étant criminel. Cette loi peut sembler une bonne intention, mais c'est très loin d'être suffisant. Dans les faits, la victime n'est pas coupable de recevoir de l'argent en échange de services sexuels, mais elle est coupable dès la minute où elle pose une annonce pour offrir ses services. Étant sous l'emprise d'un exploiteur ou d'un réseau de prostitution, elle a une somme importante à ramener à chaque jour. Les exploiteurs retiennent les victimes par la manipulation psychologique ou de la violence physique à leur égard ou à l'égard des gens qu'ils aiment. Les chaînes qui retiennent les victimes dans les réseaux sont bien entendu très souvent de nature psychologique, mais dans certains cas, elles peuvent même s'avérer physiques. C'est sûr qu'avec notre regard extérieur, on regarde ça et on dit, bon, si elle veut s'en sortir, elle a juste à appeler la police. Dans les faits, ce n'est même pas une option qui est envisageable. Elle a été conditionnée à croire que la police est mauvaise, que c'est elle qui est fautive et que personne ne croira jamais, jamais que son exploiteur est coupable. Tout ça se passe sous l'indifférence et la complicité de la société. Comment pourrait-elle appeler la police pour dénoncer un client qui est violent avec elle, alors qu'elle-même sera jugée comme étant criminelle pour avoir mis une annonce? Comment pourrait-elle appeler la police pour dénoncer un client, alors qu'elle sait très bien que si elle ne rapporte pas le montant demandé à son exploiteur, elle risque de subir de graves atteintes physiques? Il y a une victime, à un moment donné, est venue me rencontrer et elle m'a dit, tu sais, Mélanie, j'ai vraiment peur que mon pimp, le nom de la rue pour les proxénètes, elle dit, j'ai vraiment peur que mon pimp me tue, qu'il mette fin à mes jours. Ça fait plusieurs fois que je subis des agressions, puis je sens que la prochaine, ça va être la dernière. Mais elle dit, je suis incapable de téléphoner à la police. J'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'un jour, elle a reçu un appel, puis quand elle est arrivée à l'hôtel pour aller faire le client, c'est un policier, qui l'a accueillie avec un badge de policier. Elle a regardé, elle lui a dit, « Est-ce que je suis sous état d'arrestation? Ou tu m'as appelé pour avoir mes services? » L'homme lui a dit, « Non, non, je veux juste tes services. » Elle a dit, « Mais pourquoi tu m'as montré ton badge? » Il a dit, « Mais je voulais juste que tu vois que je suis un bon policier. » Bien sûr, monsieur avait des goûts très, vous comprenez. Il était très exigeant. Donc, elle a fait la notion de choix qui est supposé avoir un consentement de deux êtres en échange d'argent d'un service sexuel n'est non applicable dans ce cas-ci. Et on peut très clairement voir de l'abus de pouvoir. Elle a fait le client. Tout le long, elle se disait, bon, à la fin, est-ce qu'il va me mettre en état d'arrestation? Puis encore pire, s'il me met en état d'arrestation, est-ce qu'on va reconnaître ma voix devant les tribunaux, devant un homme de pouvoir?
Comment pourrait-elle appeler la police pour dénoncer un exploiteur ou un client qui est violent alors que les policiers eux-mêmes peuvent être aussi des clients? Voyez-vous le piège qui se referme? En plus de porter le fardeau de la preuve sur leurs épaules, ces personnes victimes de la traite humaine sont davantage stigmatisées et criminalisées que leur exploiteur ou du marché qui les exploite. Et cela sous l'aveuglement volontaire de notre société face à leur souffrance. Ça me ramène à une situation à laquelle j'ai assisté il n'y a pas si longtemps. Je prenais le métro pour aller travailler, puis j'ai assisté à un suicide. Une jeune femme a décidé de mettre fin à ses jours en se jetant devant le métro. Son copain, toujours sur les bords du quai, hurlait, criait, couchait en boule. Tellement impuissant. J'ai assisté de la scène de l'intérieur du métro puisque les portes demeuraient fermées. Quand celles-ci se sont ouvertes, j'ai accouru vers l'individu pour lui apporter du soutien et constater l'ampleur du choc traumatique dans lequel il était. Ce qui m'a le plus marqué, outre la souffrance et la détresse humaine à laquelle j'ai assisté, c'est que j'ai pu y observer 4 types de personnes bien distinctes. Les premières ne savent quoi faire dans une situation comme celle-ci. D'autres sont davantage préoccupés par la bonification de leurs réseaux sociaux, par la prise de photos du malheur des autres. D'autres sont trop pressés pour s'attarder au malheur des autres. Et on peut compter sur la même main ceux qui sont prêts à porter des actions concrètes pour aider leurs prochains. Vous savez, cette femme, ça aurait pu être moi. Wow. Je suis une survivante de la traite humaine à des fins d'exploitation sexuelle en contexte de gang de rue, ici, au Québec. Et j'ai souvent pensé que de mettre fin à mes jours serait la solution pour faire taire ces souffrances qui me consumaient de l'intérieur, sous l'indifférence des gens qui m'entouraient. Puis très franchement, ce n'est pas la douleur de ce qu'ils m'ont fait vivre qui m'ont fait le plus souffrir. C'est la stigmatisation des gens à mon égard, à l'égard de ce que j'ai vécu, en me responsabilisant des agressions que j'avais subies. L'indifférence face à la douleur. Je me suis libérée de mes exploiteurs en 2001. 4 ans plus tard, la douleur était toujours présente. Après un 24 heures de consommation de drogue et d'alcool, je traversais la rue dans ce corps qui ne m'appartenait plus. Il appartenait depuis fort longtemps à mes agresseurs et exploiteurs. Du moins, c'est ce qu'on m'avait enseigné. Je traversais la rue dans un pied en avant de l'autre avec lourdeur, comme si à chacune de mes chevilles était attaché un boulet. Prisonnière de ce corps, prisonnière de cette vie, je me disais que si je pouvais me faire frapper ici, là, maintenant et en finir avec ma vie, ça m'irait très bien comme ça. Parce qu'à quoi bon vivre dans une vie comme ça? C'est par amour pour mon fils que j'ai repris ma vie en main. Puis des années plus tard, je peux aussi dire que c'est par amour pour moi. Je méritais tellement mieux que cette vie-là. Aujourd'hui, je suis bachelière de l'Université de Montréal. Je suis en train de compléter un 2e bac pour perfectionner mes connaissances en criminologie et la victimologie spécifiquement. J'ai écrit et fait publier mon histoire. J'ai cumulé au-dessus de 500 conférences, des années d'expérience en intervention et j'ai fondé la Maison de Mélanie pour les victimes d'exploitation sexuelle. Car je crois qu'eux autres aussi ont le droit d'être heureuses et de vivre une vie épanouissante. Vous savez, être victime d'actes criminels, ça peut causer des troubles de symptômes post-traumatiques. La prévalence pour souffrir de stress post-traumatique est de 42 % pour les vétérans de la guerre ou les rescapés d'attaques terroristes.
Elle est de 94 % pour les femmes victimes d'un viol. Plus les agressions sont répétées et sévères sur une longue période, plus que les risques de souffrir de stress post-traumatique sont sévères et peuvent être chroniques. Souffrir de symptômes post-traumatiques, c'est d'être prisonnier de son corps. C'est de ne pas avoir de contrôle sur notre santé. C'est de souffrir de crises d'anxiété si fortes qu'on a de la difficulté à respirer. C'est de vivre et revivre encore et encore notre ou nos agressions. Mais qu'est-ce qui maintient les victimes de la traite humaine dans leur victimisation? Qu'est-ce qui m'a maintenu dans ma victimisation des années durant? L'indifférence de la société, votre indifférence à l'égard des victimes, à mon égard. La non-reconnaissance en les responsabilisant des actes criminels qu'elles ont subis, en me responsabilisant des actes criminels que j'ai subis. La non-reconnaissance de leurs droits, de mes droits, à être écoutés, à être cru, à être considéré, le droit à l'information, à la protection, à la sécurité, à l'aide et au soutien sont des facteurs qui maintiennent les victimes, qui m'ont maintenu dans leurs troubles, mes troubles de symptômes post-traumatiques. Vous savez, le point commun entre une victime et un agresseur est l'existence d'une victimisation antérieure ou actuelle. Dans les mécanismes de défense auxquels nous assistons, il y a ceux qui s'autodétruisent, qui tournent la violence envers eux, ou ceux qui deviennent agresseurs pour éviter d'être victimisés à nouveau. Ces deux mécanismes de défense sont utilisés pour ne pas ressentir la douleur. Dans les deux cas, ces mécanismes de défense détruisent des vies. Cela me ramène à une situation à laquelle quelque chose que j'avais vécu il y a longtemps. J'avais été victime d'un viol, une agression parmi tant d'autres. Puis cette fois-là, j'avais décidé d'appeler la police pour porter plainte. Quand j'ai rencontré la procureure de la Couronne, elle me dit qu'elle ne pouvait poursuivre avec mon dossier parce que je n'aurais aucune crédibilité devant le juge. Tout mon espoir de vivre dans un monde meilleur s'est effondré. Est-ce que le fait d'enseigner me contraignait à ne plus avoir de droits, à n'être qu'un objet aux yeux de mes agresseurs et de la dite justice? Est-ce que je ne valais que ça? Est-ce que le fait d'enseigner me soustrayait de mes droits fondamentaux d'être défendu dans le cas où je subissais un acte criminel? L'indifférence de la société, du système de justice envers les victimes. Vous vous souvenez des 4 types de personnes que j'avais observées dans le métro? Vous en souvenez? Oui? Si vous assistiez à la douleur humaine, de quel type de personne seriez-vous? Seriez-vous de celles qui ne savent quoi faire dans une situation comme celle-là? Ceux qui sont davantage préoccupés par la bonification de leurs réseaux sociaux, par la prise de photos? De ceux qui sont trop pressés pour s'attarder au malheur des autres? Et de ceux qu'on peut compter sur une même main, qui sont prêts à porter des actions concrètes pour aider leurs prochains. Je vous fais donc un appel au changement, un pas vers l'humanité. Vous pouvez tous faire une différence en donnant une voix aux victimes, en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, des personnes victimes et non des criminels, et en reconnaissant leurs droits sans contrepartie. Je suis persuadée qu'en apportant un soutien et une aide adéquate aux victimes, on pourrait diminuer très fortement le taux de criminalité. Un pas vers l'humanité. Ferez-vous partie du changement? Merci. Mélanie Carpentier.